Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Sylvie Vauclair. Sylvie Vauclair est astrophysicienne. Elle travaille à l'Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie à Toulouse et est professeure émérite à l'université Paul Sabatier. Sylvie Vauclair a une longue carrière derrière elle. Et en fait, elle a commencé sa recherche en faisant 2 thèses, pas une, 2. La première sous la direction d'Hubert Reeve et la deuxième sous la direction d'Henri Schatzmann, qui était, je crois, le premier, qui a tenu la première chaire d'astrophysique en France, si j'ai... C'est le père de l'astrophysique française. L'astrophysique française, voilà. Et donc, après ces 2 thèses, Sylvie Vauclair s'est intéressée à l'origine et l'évolution des éléments qui constituent l'univers. Et puis actuellement, elle s'intéresse plutôt à la sismologie des astres, si j'ai bien compris. Et nous l'accueillons donc aujourd'hui pour la seconde fois en fait à Banyuls dans le cadre de l'association. Pas la première fois à Banyuls puisqu'elle y vient régulièrement. Et la semaine dernière, elle a animé le colloque FOST, qui est un colloque qui s'intéresse à la physique, disons, des étoiles oscillantes. Et c'est à cette occasion qu'elle a accepté de venir réfléchir ou nous inciter à une réflexion sur nos relations entre hommes et univers, à la lumière, disons, des connaissances récentes et des recherches récentes. Voilà, donc je lui passe la parole. En remerciant beaucoup de venir parmi nous. Merci. Merci pour cette très sympathique introduction. Donc, je suis très contente d'être avec vous ce soir et de vous faire partager toutes ces connaissances, mais aussi cette réflexion qui nous vient quand on commence à comprendre ce qu'est la situation de l'humanité par rapport à l'univers immense qui nous entoure et dont nous faisons partie. L'homme face à l'univers parce que, eh bien, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire depuis un peu plus d'1 siècle. Une évolution, je vais vous montrer ça, extrêmement rapide des connaissances qui ont bouleversé, il faut le dire, bouleversé notre pensée par rapport à ce que nous sommes, nous, les hommes, les femmes, les enfants, sur la Terre par rapport à cet espace immense. Les découvertes scientifiques, c'est pas seulement, et je pense que vous en êtes d'accord puisque vous êtes tous ici ce soir, c'est pas seulement le fait de quelques scientifiques, mais ça bouleverse vraiment les sociétés. Et c'est ce qui s'est passé depuis à peu près un peu plus d'1 siècle. Alors, comme on l'appelle, voilà. Comme vous le disait Madame Geneviève à l'instant, je suis ici parce qu'il y a eu un colloque la semaine dernière, donc je vous en dis juste un petit mot, mais ça ne va pas être le sujet de ma conférence ce soir. Vous voyez ici, il y a beaucoup de logos, il n'y a pas des logos comme ça d'habitude. Ça, c'est le colloque qui a eu lieu la semaine dernière, ça c'est tout ce qui, les instances qui ont aidé à ce colloque, et puis là, évidemment, le centre ici. Et voilà, ce colloque FOST, c'était Physics of Oscillating Stars. Il y avait, c'est intéressant à dire que des choses comme ça se passent. Il y avait une centaine de chercheurs d'une 25 nationalités différentes pour discuter de cette question. C'est une question précise concernant les étoiles, les vibrations des étoiles. Et donc tout ça se passait ici. C'était dans l'honneur d'un collègue japonais qui vient de prendre sa retraite de l'université de Tokyo. Donc vous voyez, nous sommes très, très internationaux. Alors, je vous disais qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons une époque extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Et pour tout de suite se mettre dedans, pour se mettre dans le bain, pour comprendre ça, eh bien, on peut revenir un petit peu plus d'1 siècle en arrière. Un petit peu plus d'1 siècle en arrière. Disons jusque... Je vais même retourner bien plus que ça, puisque je vais retourner à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Il y a une époque, peut-être 3000, 3500 ans avant Jésus-Christ, où les hommes préhistoriques ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le cheval.
Ils ont domestiqué le cheval, ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le cheval pour aller plus vite qu'à pied. Et c'était, suivant les endroits, ça s'est passé à plusieurs endroits différents, à plusieurs époques un petit peu différentes, mais quand même à peu près au même moment. Et cette utilisation du cheval comme moyen de transport, ça a duré jusque, j'ai envie de dire, jusque 1886. C'est-à-dire depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors en fait, ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, il y a eu au cours du XIXe siècle, pardon, il y a eu la locomotive à vapeur et surtout, à la fin du XIXe siècle, le moteur à explosion. Le moteur à explosion, c'est-à-dire la première automobile, qui a complètement modifié la société. Et à peu près au même moment, c'est étonnant comme les choses sont allées vite, à peu près au même moment, quelques années plus tard, le premier aéroplane. Alors le premier aéroplane, là je vous montre une image, l'avion 3 de Clément Ader, c'était le troisième, le premier à avoir volé, je crois. Le mot avion a été donné par Clément Ader à ces aéroplanes. Je pense que c'est à partir du latin avis qui veut dire oiseau. Et puis, à peu près au même moment, un petit peu après, les Américains, les frères Wright, qui avaient leur flyer. Alors, imaginez un petit peu, ça fait pas si longtemps, 1900. Imaginez un petit peu les gens à l'époque. Ils voyaient ces aéroplanes, les gens étaient totalement enthousiastes pour ça. Ils voyaient ces aéroplanes qui essayaient de voler, et ils regardaient par terre les traces des roues. Et quand il n'y avait pas de traces pendant quelques mètres, ils disaient « Ah, il a volé ». C'était extraordinaire. Et en fait, il volait de quelques mètres. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de ces gens-là? Et est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils auraient pu imaginer que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune? C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Bon, il y a aussi le développement théorique, il y a toutes sortes de développements, mais là, je crois que c'est un exemple très frappant. Alors, aller sur la Lune, voilà, en 1972, par exemple, enfin, on était allé sur la Lune depuis déjà 3 ans. Un exemple, 1972, donc des astronautes américains dans un petit véhicule sur la Lune. Et puis, là, c'est une image de la Station Spatiale Internationale devant la Lune, le 30 janvier dernier, avec 6 astronautes à bord. Il y a toujours 6 astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale Internationale, elle est à 400 km de nous à peu près, et la Lune à peu près 1000 fois plus loin. Donc il y a vraiment un effet de perspective entre les deux. C'est important de commencer, quand on veut réfléchir à cette notion de l'univers, de l'homme face à l'univers, commencer à réfléchir à ces perspectives, à ces distances. Et je vais vous donner un petit truc tout à l'heure pour mieux y arriver. Et puis maintenant, eh bien, on va sur Mars. Alors quand je dis qu'on va sur Mars, ce ne sont pas des êtres humains jusqu'à présent. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias, c'est quand même pas demain la veille, à mon avis, qu'on va aller sur Mars, mais on va y aller dans quelques dizaines d'années, c'est sûr. Ça, c'est le rover Curiosity. C'est un petit rover, c'est une maquette, là, c'est pas vraiment Mars, on n'est pas vraiment sur Mars. Donc c'est un petit véhicule qui se promène à la surface de Mars, avec une caméra ici, alors là j'aime bien le dire, qui a été fabriquée à Toulouse. Et ça donne aussi cette notion internationale. C'est très important, les recherches qui se font actuellement sont internationales. Ce rover, il est américain. Il est américain, fabriqué au Jet Propulsion Laboratory en Californie, mais il y a des parties qui sont faites à différents endroits du monde et la caméra a été faite à Toulouse. Alors ça, c'est une maquette, mais ça, c'est le vrai sol de Mars. Alors voilà quelque chose que je commence, je vais vous montrer quelques images qui pour moi sont très émouvantes. Et ça, je trouve toujours ça émouvant, c'est-à-dire que vous avez ici, là, quelque part, ce rover Curiosité, et il a tourné sa caméra pour voir ses propres traces de pneus sur le sol de Mars. Donc là, vous voyez les traces de pneus sur le sol de Mars, comme si on y était. Je vous renvoie aux roues sur le sol des années 1900. Vous vous rendez compte l'évolution comme c'est allé vite. Et puis alors, donc, le fait de commencer à quitter le sol de la Terre, c'est vraiment extraordinaire, je veux dire. La Terre a 4,5 milliards d'années, il s'est passé beaucoup de choses, on va en reparler un petit peu. Et personnellement, je trouve extraordinaire de penser que c'est à mon époque,
J'ai la chance de vivre ça. Bon, avec, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, parce que vous avez des conséquences. Il faut prendre, justement, c'est pour ça que la communication est importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ça pour réfléchir et pour prendre, l'humanité doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais c'est quand même extraordinaire de vivre à une époque où, pour la première fois, on a quitté le sol de la Terre. Pour la première fois, des êtres vivants sur la Terre l'ont quitté. C'est quand même quelque chose de fabuleux, ça. C'est beaucoup plus important encore que l'époque des explorations maritimes où Christophe Colomb a, entre guillemets, découvert l'Amérique. Alors, le fait d'aller dans l'espace, il y a des conséquences qui nous touchent tous. On ne se rend pas compte, en général, que dans la vie de tous les jours, les choses ont énormément changé grâce à l'espace. La première chose, c'est la communication instantanée sur toute la planète. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez téléphoner ou même visuellement, même voir en temps réel, quelqu'un qui est aux antipodes. Moi, j'ai eu mon fils pendant 5 ans en Nouvelle-Zélande, et je peux vous dire que c'était vraiment super de pouvoir téléphoner aux antipodes, comme s'il était à côté. Mais ça, c'est extraordinaire, c'est nouveau. C'est nouveau. Je ne sais pas, moi je me souviens du premier téléphone qu'on a eu chez nous. C'est vraiment ça aussi, aller très vite. Et cette communication instantanée sur toute la planète, ça modifie la société énormément. Parce qu'avant, on discutait, on réfléchissait avec les gens qui habitaient dans une zone géographique. Maintenant, vous discutez avec les réseaux sociaux partout dans le monde, avec des gens avec qui vous avez envie de discuter d'une manière ou d'une autre. Ça change complètement la société, ça donne une prise de conscience planétaire. On est tous ensemble. Ça, c'est la première, le premier résultat important, enfin la première conséquence importante par rapport à la société. Alors maintenant, par rapport aux découvertes, par rapport à la connaissance de l'univers, eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, avec les sondes spatiales, les satellites ou les sondes spatiales, on peut se voir soi-même. C'est-à-dire qu'on envoie des sondes spatiales qui ont des caméras à bord, et ces caméras peuvent prendre une image de la Terre. Dans le langage des jeunes contemporains, on peut dire que la Terre se fait des selfies par caméra interposée sur des sondes spatiales. Et ça, je vais vous en montrer, on en a une déjà, mais je vais vous en montrer d'autres, une autre. Ça, c'est assez émouvant. Alors ça, c'est donc par rapport à la prise de conscience de la planète Terre dans l'espace, mais évidemment, il y a des conséquences et des études scientifiques très importantes. L'étude de la Terre par satellite, l'étude du sol, là, ce qu'on appelle la télédétection, l'étude des océans, les océans à partir de satellites et tout ça. Donc ça, c'est l'utilisation de l'espace pour étudier la Terre, ou pour voir la Terre de loin. Vous avez les sondes spatiales qui s'en vont visiter les planètes. Donc ça, il y en a tout le temps, il y en a beaucoup. Donc là, on a vu Mars, mais il y en a partout dans le système solaire, énormément maintenant de sondes spatiales qui vont étudier certaines parties de certaines planètes. Donc là, c'est la connaissance du système solaire. Et puis, la troisième conséquence, qui est très importante pour la découverte de l'univers, et j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus en détail, c'est le fait que quand on envoie des instruments dans l'espace, même s'ils ne sont pas hauts, même s'ils sont seulement 400 km au-dessus du sol, 400 km c'est rien, je pense que c'est la moitié à peu près de la distance de Banyuls à Paris, c'est rien sauf que c'est dans l'autre sens, c'est dans la direction verticale. Et dans la direction verticale, si on est à 400, 500 km, on est au-dessus, enfin à peu près, de l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire que l'atmosphère terrestre, l'air que nous respirons, c'est pas épais. C'est une toute petite couche, et ça aussi je vais y revenir parce que c'est important. Une toute petite couche d'air, quelques centaines de kilomètres. Donc les instruments vont au-delà. Et le fait d'aller au-delà, eh bien ça permet d'abord d'observer le ciel dans tous les rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol terrestre parce que l'atmosphère les arrête. Et ça a été très fructueux, et ça l'est encore, pour mieux comprendre l'univers. Et puis il y a le phénomène de turbulence. Le phénomène de turbulence, c'est que dans l'atmosphère, ça bouge tout le temps. Il y a des vents, il y a des tourbillons, tout ça. Et c'est ça qui fait scintiller les étoiles. Les étoiles scintillent parce que c'est pas bon, je vous dirai un petit mot après des vibrations des étoiles, mais c'est autre chose. Le scintillement des étoiles, c'est parce que le rayonnement qui nous vient des étoiles traverse l'atmosphère
et traverse des couches d'air qui bougent, donc ça bouge. Voilà. Donc, quand on est dans l'espace, et les astronautes le disent bien, les étoiles ne scintillent pas, puisqu'il n'y a pas d'air. Mais d'un autre côté, pour faire des observations, ça permet de faire des pauses longues. Hein, c'est un peu comme si vous faites le portrait d'une personne qui bouge tout le temps, ça ne va pas marcher. Et si vous voulez faire une pause longue avec un appareil photo, si ce n'est pas stable, ce que vous observez, ça ne va pas marcher non plus. Donc ça permet d'être dans l'espace, ça permet de faire des pauses très longues, et faire des pauses très longues, ça veut dire observer des objets célestes très faibles, avec une luminosité très faible, donc ça veut dire aussi observer très loin. Et observer très loin, ça veut dire aussi observer très loin dans le passé. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on observe quelque chose, quand on voit quelque chose, c'est parce qu'à un certain moment, la lumière a quitté l'objet qu'on regarde, a voyagé dans l'espace pour arriver jusqu'à l'œil. Et ça prend du temps. Parce que la vitesse de la lumière, c'est très rapide, 300 000 km par seconde, mais ce n'est pas instantané. Donc quand vous regardez la Lune, par exemple, vous la voyez telle qu'elle était une seconde plus tôt, le Soleil 8 minutes, les planètes plusieurs heures, les étoiles plusieurs années, et quand vous observez les galaxies lointaines dans l'univers, ça peut être des milliards d'années. Donc quand vous regardez loin, vous regardez le passé. Le ciel est comme une mémoire visible. Donc de pouvoir aller dans l'espace, faire des pauses longues, ça permet d'aller très loin et d'avoir beaucoup d'informations. Donc voilà tout ce qui s'est passé depuis un siècle, qui nous donne énormément d'informations et qui a complètement changé l'idée que nous avons de nous-mêmes et de la Terre, de nous-mêmes sur la planète Terre, dans l'espace. Alors ça, c'est une image prise par des collègues chinois, c'était il y a 2 ans, je crois, qui ont fait une sonde spatiale qui a fait le tour de la Lune sans s'y poser. Donc là, on voit la Lune, on est très proche de la Lune, et la Terre dans le lointain. Et ça, c'est une des images prises par la sonde spatiale Cassini. La sonde spatiale Cassini est allée au voisinage de Saturne. Elle a même eu un petit module qui est descendu dans l'atmosphère du satellite Titan de Saturne. Je ne saurais plus de mémoire combien d'années elle a fonctionné, la sonde Cassini. Elle a vraiment fait apporter beaucoup d'informations sur Saturne. Et puis, il y a quelques mois, on l'a suivi. C'est suicidé, c'est-à-dire qu'on l'a fait tomber. On l'a fait tomber dans la planète. C'était la fin de sa mission, on l'a fait tomber dans la planète. Avant ça, elle a fait des images, ces fameux selfies, des images de la Terre. Et ce que vous voyez là, c'est la planète Terre vue de Saturne. Et je trouve ce genre d'image où on voit la planète Terre au loin, petit point bleu dans l'espace, de la même manière que vous voyez Saturne dans le ciel quand vous êtes ici. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça change les choses. Ça change l'image. Moi, je trouve qu'on n'est plus le même, ou on n'est plus la même quand on a vu ça et qu'on se dit, ben, c'est la réalité, moi je suis là en ce moment. On n'est plus la même que quand on pensait la Terre fixe au centre du monde et que tout le ciel et tout ça tournait autour de nous. Et là, il y a une sorte de bascule à digérer. Digérer, il faut accepter ça. Alors, je vous disais tout à l'heure un petit truc, je vais vous donner mon petit truc. Parce qu'on parle d'année-lumière, vous savez, l'année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. On parle de temps, avec des années, des milliards d'années. C'est difficile. C'est difficile de se représenter ce que ça veut dire. Alors, je vais vous donner mon truc. Mon truc, c'est... Oui, je vois monsieur qui connaît mon truc. Vous êtes déjà venu à... Parce que c'est pas la première fois que je le donne mon truc, je le donne presque à chaque fois, donc il y a des gens qui connaissent déjà. Donc le truc, c'est d'écarter les bras avec les 2 index pointés comme ça. Et vous dites, le bout de mon index gauche, c'est la naissance de la Terre, et le bout de mon index droit, c'est l'époque actuelle. Et à partir de là, vous pouvez vous représenter des événements qui ont eu lieu sur la Terre depuis la naissance de la Terre. Par exemple, l'origine de la vie, à l'origine, les plus anciens fossiles vivants qu'on connaisse. Eh bien, il faut faire déjà ça pour y arriver. Jusqu'au coude du bras gauche. Évidemment, c'est approximatif ce que je vous dis, hein, mais c'est pour avoir une idée. Ensuite, vous pouvez parler des dinosaures, vous parlez ce que vous voulez. Je vais vous parler des mammifères, les premiers mammifères.
eh bien vous faites ça, évidemment d'après les connaissances actuelles. Eh bien il faut faire tout ça. Et vous arrivez au poignet de droit. Et si vous voulez, les premiers hominidés, ils s'appelaient Lucie, Toumaï. Enfin, voilà, les plus anciens êtres vivants qui avançaient sur deux jambes. C'est ça, les premiers hominidés. Eh bien, vous faites tout ça, et vous arrivez à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre index droit. Voilà. Et si maintenant vous parlez des humains, des sapiens sapiens, et en plus de la technologie qui date de si peu de temps, bon, c'est pas la peine de vous dire quoi, c'est une toute petite fraction de l'ongle. Voilà où on en est. Hein. Il faut se dire ça. Voilà ce que nous sommes actuellement sur la Terre. Alors, on peut se dire, on est tout petit, on n'est rien du tout, etc. Évidemment, ça c'est l'idée qui vient. Alors là, il faut tout de suite, bon, j'aurais pas le temps, parce que sinon il faudrait que je parle pendant 3 heures, j'aurais pas le temps d'insister là-dessus, mais il faut quand même se dire que dès maintenant, que tout ça, tout ce qu'on découvre et tout ça, et toute cette compréhension qu'on a, c'est nous, c'est notre cerveau. Donc on n'est pas rien. Hein, on n'est pas rien. Il faut simplement se situer, arriver à comprendre quelle est la signification de l'humanité sur cette petite planète. Alors là, donc, il y a beaucoup de choses qui, ça me donne l'occasion de vous dire, tout à l'heure j'espère que vous aurez des questions, même sur des choses dont je n'aurais pas parlé, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas parler de tout. Hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur des sujets dont je n'ai pas parlé. Donc on a découvert beaucoup de choses grâce à tout ça. On a découvert que l'univers est en expansion, on a découvert que l'univers n'a pas toujours existé, il a un âge. On arrive maintenant à bien connaître cet âge de manière précise, 13,8 milliards d'années. Alors là aussi, des milliards d'années, encore une fois, et je peux terminer mon petit geste, là, mon petit truc, terminer en deux autres gestes. C'est que ça, c'était l'âge de la Terre, hein, l'histoire de la Terre. Quand la Terre est née, l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là. Donc en fait, quand on sait l'âge de l'univers, on divise en 3. 2 premiers tiers, puis le Soleil et son cortège de planètes sont arrivés. Voilà. Donc ça, c'est donc toute l'histoire de l'univers que je n'ai pas le temps de vous détailler, sauf si vous avez des questions. Je vais plutôt me focaliser sur les étoiles et ce qui a été découvert récemment sur les étoiles. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un champ d'étoiles. Nous, on appelle ça un champ d'étoiles, comme vous avez des champs de blé ou des champs d'orge ou des champs de ce que vous voulez. C'est-à-dire des étoiles, bon, peu importe quelles étoiles, des étoiles observées dans le ciel. Ici, c'est une comète. Il y a beaucoup de comètes. Hein. On parle quelquefois des comètes quand elles sont très spectaculaires, qu'elles ont des grandes queues, qu'elles passent à côté. Enfin, des comètes, il y en a énormément dans le ciel. Alors, ces étoiles, qui sont celles que vous verrez cette nuit si vous sortez, s'il fait beau, ces étoiles, on a découvert 2 choses très importantes récemment. Donc, la première, c'est qu'elles vibrent. Donc ça, c'est pas du tout la même chose que la scintillation, hein, qui est due à l'atmosphère terrestre. Mais les étoiles, ce sont des grosses boules de gaz. Des grosses boules de gaz. Le Soleil est une étoile moyenne, une petite étoile simple. Le Soleil est une grosse boule de gaz qui a 700 000 km de rayon. Et le Soleil, aussi bien que les étoiles qui lui ressemblent, pas toutes les étoiles, mais beaucoup d'étoiles, eh bien, elles se comportent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des étoiles des ondes sonores. Des ondes sonores qui sont dues au fait que, eh bien, dans les étoiles, voilà par exemple le Soleil, dans les étoiles, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas du tout une boule simple où il se passe rien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors pour vous montrer ça, c'est un satellite qui s'appelle SOHO, qui est dans l'espace depuis au moins 12 ans maintenant, et qui a pas mal d'instruments à son bord. Si vous allez, c'est un peu long, hein, je suis désolé, c'est un peu long, mais vous allez sur SOHO 3W déjà, et puis après vous verrez le reste, c'est un site de la NASA. Vous voyez en temps réel, donc là j'y suis allé, vous voyez, j'y suis allé hier.
en temps réel, vous voyez ce qui se passe avec le soleil. Alors ce sont des coronographes. Bon, ça c'est le logo de Sceaux. Hein. Ici, ce sont deux coronographes. Des coronographes, ce sont des... il y a des caméras, hein, enfin, il y a une sorte de télescope solaire, mais devant le soleil, on met un cache. On cache le soleil. Donc ici, le soleil est derrière le disque blanc, puis derrière le cercle blanc, et ça, il y a un disque là qui cache le soleil. Ici aussi, c'en est un autre où le soleil est derrière le cercle blanc et vous avez un cache là. Et ce que vous voyez ici, ce sont des éjections de matière. Donc le soleil éjecte de la matière en permanence. Cette matière, il y en a qui arrivent jusque sur la Terre et ça fait ce qu'on appelle des aurores boréales dans les régions polaires. Ça ne tombe pas directement sur nous parce que heureusement la Terre a un champ magnétique qui nous protège. Bon, l'atmosphère terrestre nous protège beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le champ magnétique aussi. Donc il y a des éjections, il y a ce qu'on appelle la granulation dans le soleil, c'est-à-dire la convection, des bulles qui montent, qui viennent éclater à la surface, qui redescendent. Il se passe beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, ces mouvements d'air, là c'est pas de l'air, pardon, ces mouvements de gaz, du soleil, c'est surtout de l'hydrogène, ça fait du bruit. Comme quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, ben, vous entendez du bruit. Donc dans les étoiles, il y a du bruit. Et alors ce bruit, ça veut dire que c'est des ondes sonores. Et à partir de ce moment-là, les ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur. Et il y en a qui résonnent. Ça fait comme une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens parmi vous. Là, vous savez ce que c'est. Par exemple, pour le violon, c'est la boîte du violon qui doit être fabriquée avec une forme de telle façon que les ondes à l'intérieur se réfléchissent de telle manière que ça fasse quelque chose de joli. Hein, c'est le timbre de l'instrument. Donc vous avez des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur, certaines qui résonnent et puis d'autres qui disparaissent. Eh bien, il se passe des choses comme ça à l'intérieur du Soleil et des étoiles. Et ce son n'en sort pas. Parce qu'à l'extérieur de l'étoile, c'est le vide. Et le son ne se propage pas dans le vide. Donc vous avez une caisse de résonance avec des ondes sonores à l'intérieur qui ne sortent pas, qui sont confinées à l'intérieur. Mais ça fait vibrer la surface. Et là, c'est pour vous montrer là, ce qui se passe pour le A. Là, alors comment je vais faire? Il faut que je monte là-haut, là. Parce que... Voilà. Donc, si on enlève tous les mouvements du Soleil et si on regarde uniquement ce qui reste de vibration de la surface, ça fait quelque chose comme ça, sauf que là, c'est extrêmement amplifié. Attends, je vais passer là. Voilà. C'est pas une pub, c'est juste pour vous signaler que, justement, la semaine dernière, mais c'était à Port-Vendre, on a justement parlé de ça parce que j'ai fait, mais une petite pub quand même, à partir de ces vibrations d'étoiles qui sont totalement inaudibles à l'oreille humaine, heureusement. Hein, heureusement, quand on sort le soir dans la nuit étoilée, on n'entend rien, hein, c'est sûr, on n'entend rien. Mais ce son, on peut donc le détecter parce qu'on détecte par la lumière les vibrations des étoiles. C'est très très grave, beaucoup trop grave pour l'oreille humaine, mais on peut le transposer et on peut en faire de la musique. Donc ça, c'était un film qu'on a passé à Port-Vendre, et simplement s'il y en a parmi vous que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site la manière de la voir. Donc ça parle à la fois de science, hein, de façon beaucoup plus détaillée que ce que je viens de vous dire, que les étoiles ont des vibrations musicales, et ça on le sait depuis le Soleil, depuis 1970, et depuis les étoiles depuis 1995, donc c'est extrêmement récent. Et donc il y a une musique composée à partir de là. Alors ça c'était la première découverte, enfin je dis la première, mais c'est pas par ordre, hein. C'est deux découvertes qui se sont faites en même temps. La deuxième découverte, c'est que la plupart de ces étoiles ont des planètes qui tournent autour. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là c'est simplement pour vous montrer comment on le sait, que les étoiles ont des planètes qui tournent autour. Ces planètes, on ne les voit pas directement, parce que l'étoile est trop brillante pour qu'on puisse le voir. Par exemple, si on était sur une planète à côté d'une étoile comme Alpha du Centaure, qui est une étoile à 4,5 années-lumière, et si on regardait le Soleil avec les instruments qu'on a maintenant, on ne verra pas la Terre. C'est parce qu'on serait ébloui par le Soleil.
Donc ces planètes, on ne les voit pas directement, sauf exception. Les exceptions, ça fait moins de 10 à peu près. Mais on les détecte d'une autre manière. Et cette autre manière, c'est que quand une planète tourne autour d'une étoile, ça modifie un petit peu l'étoile, de plusieurs manières différentes. Donc une première manière, je vous montre d'abord ce qui est à droite, qui est le plus difficile peut-être à comprendre, je ne sais pas, c'est que si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, en fait l'étoile bouge un peu aussi. Vous avez les deux qui tournent l'une autour de l'autre, donc le mouvement de l'étoile est très faible, le mouvement de la planète est beaucoup plus grand. Et ce qu'on détecte, puisqu'on ne voit pas la planète, on détecte le mouvement de l'étoile. Et on détecte le mouvement de l'étoile grâce à sa lumière qu'on disperse en couleurs. Et comme ça, on peut voir si la planète s'éloigne, ça se décale vers le rouge. Si elle se rapproche, ça se décale vers le bleu. Et on voit ce phénomène-là qui permet de montrer qu'il y a une planète qui tourne autour de l'étoile. La deuxième méthode est beaucoup plus simple à comprendre, c'est que si vous avez une planète qui passe devant l'étoile, vous avez la lumière de l'étoile qui baisse quand la planète passe devant. Et ensuite, vous retrouvez la lumière d'origine. Donc ça, c'est les deux méthodes principales pour découvrir des planètes autour d'étoiles. Il y en a d'autres. Mais le résultat, et ça, c'est aussi étonnant, ça aussi, ça a commencé en 1995. Et en fait, les deux, la découverte des planètes et la découverte des vibrations des étoiles, des oscillations, s'est fait avec les mêmes télescopes, avec les mêmes détecteurs, les mêmes instruments. Simplement, c'est pas du tout la même échelle. Donc c'est normal que c'était découvert en même temps, parce que ça a été découvert quand on a construit des instruments assez précis, et quand je dis on, au départ, c'était des collègues suisses de l'Université de Genève. Maintenant, il y a des instruments comme ça partout, il y a des télescopes spatiaux, c'est extrêmement étudié. Mais ça, le premier, c'était en 1995 par des collègues suisses. Alors, au point où on en est maintenant, il y a plusieurs, d'ailleurs, je crois que j'ai mis des... Ah non, attendez, je reviens. Il y a plusieurs instruments au sol et dans l'espace, beaucoup, qui observent ça parce que à partir du moment où on a découvert qu'il y avait des planètes autour d'autres étoiles, c'est-à-dire que le système solaire n'est pas seul, n'est pas unique dans l'espace, évidemment ça a beaucoup excité les gens. Ça a beaucoup excité les gens parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles, voyons est-ce qu'il y a des planètes comme la Terre, et puis évidemment est-ce qu'il y a possibilité de vie là-bas. Donc évidemment ça excite les gens et ça excite les scientifiques. Donc il y a beaucoup de projets et d'instruments en place sur le plan international, dont le but est ça, de découvrir les planètes et de les caractériser. C'est-à-dire d'essayer de savoir si ce sont des planètes géantes, des planètes gazeuses, s'il peut y avoir de l'eau liquide à la surface. Eau liquide à la surface, c'est important pour qu'il y ait de la vie, comme la nôtre, on a besoin d'eau liquide, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'instruments, on observe certaines parties du ciel, on n'observe pas le ciel tout entier pour l'instant, parce que on peut pas, il faut observer en détail une certaine région. Mais avec ce qui est observé actuellement, on a à peu près, on a 3000, là aussi vous avez, je crois que je l'ai mis, ah bah oui, il est là. Donc exoplanète.eu, c'est un site web, si ça vous intéresse, www.exoplanète.eu, vous avez au jour le jour le nombre de planètes observées autour d'autres étoiles, leurs caractéristiques. Vous pouvez même faire des graphiques vous-même si ça vous intéresse, il y a tout ce qu'il faut. Et donc là aussi, j'y suis allé hier. Et hier, sur le site, il y avait 3823 planètes, 2858 systèmes planétaires observés, détectés de façon certaine. Et quand on sait le nombre d'étoiles qui ont été observées pour ça, et quand on fait des statistiques, le résultat, c'est que quand vous observez des étoiles dans le ciel, vous pouvez vous dire qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles. Alors quand j'ai dit autant de planètes que d'étoiles, c'est un ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire que chaque planète, ça veut pas dire que chaque étoile a une planète qui lui tourne autour. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète, mais vous avez des étoiles qui ont des systèmes planétaires avec de nombreuses planètes autour. Donc globalement, c'est à peu près ça. Autant de planètes que d'étoiles. Alors quand vous savez que le Soleil fait partie d'une galaxie, la Voie lactée, qu'il y a quelque chose comme 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et qu'il y a des milliards de galaxies dans l'espace. Si vous vous dites qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles, un
un petit peu dans tout ce monde-là, c'est un petit peu vertigineux. Hein, voilà. Alors voilà un exemple de système planétaire, voilà, que j'aime bien, parce que bon, j'ai personnellement eu l'occasion de travailler là-dessus. C'est une étoile qui s'appelle Muara, et qui est, peu importe, hein, mais voilà, c'est une étoile qui s'appelle Muara, Mu de la constellation de l'Autel, A-U-T-E-L, Ara en latin, dans l'hémisphère sud. Et là, c'est un dessinateur qui a comparé avec le système solaire. C'est-à-dire que ici, si vous pensez que ça c'est le Soleil, vous avez ici Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Et si vous dites qu'ici c'est l'étoile Muara, vous avez une première planète qui tourne tout près. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les systèmes planétaires et qui n'est pas dans notre système solaire. Parce que maintenant qu'on a des statistiques sur les systèmes planétaires, on essaye de comprendre est-ce que notre système solaire, il est comme les autres, il est différent, pourquoi, etc. Dans notre système solaire, il n'y a pas de planète ici. Mais là, donc là, il y a une planète de Muara, il y en a une autre ici, vous voyez, qui est à peu près intermédiaire entre Vénus et la Terre. Il y en a une là qui est à peu près comme Mars, puis il y en a une là qui est, bon, pas très très loin, de l'orbite de Jupiter. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, en particulier, dans ces systèmes planétaires, il y a souvent des planètes géantes qui sont près de l'étoile. Bon, ça, c'est pas une planète géante, hein. Celle-ci, c'est une petite planète, 14 fois la masse de la Terre. Mais vous avez des systèmes, beaucoup de systèmes planétaires avec des planètes géantes près de leur étoile. Jusque-là, jusqu'à cette observation, les gens qui travaillent sur ce sujet avaient des très belles théories pour expliquer pourquoi, dans le système solaire, il ne peut pas y avoir de planètes géantes près du Soleil, qu'elles sont toutes à l'extérieur, et que près du Soleil, il n'y a que des planètes solides comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et voilà qu'on s'est retrouvé avec des planètes géantes près de l'étoile. Donc ça a posé pas mal de problèmes, et l'explication qui tient bien la route, hein, je crois que maintenant tout le monde est d'accord avec ça, c'est que les planètes ne sont pas là où elles se sont formées. Les planètes se forment quelque part, et puis ensuite elles migrent. Donc elles peuvent se rapprocher de l'étoile, et c'est peut-être que dans notre système solaire, il y a au début des planètes qui se sont tellement rapprochées qu'elles sont tombées dans le Soleil. Parce que ça peut arriver, hein, que les planètes tombent dans l'étoile. Alors pourquoi elles ne tombent pas toutes? Alors là c'est compliqué, hein. Je ne sais même pas si ça c'est résolu, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, probablement lié au champ magnétique de l'étoile qui peut arrêter, enfin il y a plusieurs raisons possibles. Mais vous voyez, c'est en même temps qu'on découvre des choses, et ça c'est toujours le cas, hein, c'est toujours le cas dans la recherche scientifique. En même temps qu'on découvre des choses, en même temps qu'on comprend des choses, ça pose de nouvelles questions. On découvre des choses qui perturbent ce qu'on avait cru avant, et ben, il faut arriver à comprendre. Alors ça, c'est une image de galaxies observées par le télescope spatial Hubble. C'est vraiment typiquement une pose, telle dans ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est obtenu avec, je crois, 2 mois de pointage, pas 2 mois d'affilée. Hein, il y a eu ensuite une reconstitution, mais en gros 2 mois d'observation de la même région du ciel. Et tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, la moindre petite tache ici, c'est une galaxie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une galaxie, des centaines de milliards d'étoiles, peut-être des centaines de milliards de planètes. Et plus on voit loin, plus on observe. Et là, il y en a qui sont très loin dans le passé aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Hein. Juste pour montrer que ces choses-là se font avec des instruments, il y en a énormément. Donc ça, c'est le très grand télescope, en fait 4 télescopes qui fonctionnent ensemble au Mont Paranal au Chili. Ça, c'est quelques expériences, quelques instruments spatiaux ici, très importants. C'est Gaïa. Gaïa qui a été lancé en 2013 et qui est actuellement dans l'espace en train de mesurer d'une manière précise la position, le mouvement, les distances, etc. de, je ne sais pas, quelque chose comme 2 millions d'étoiles. Enfin, et alors Gaïa a été assemblée à Toulouse. Dans ce qui s'appelait Astrium à l'époque et qui est maintenant Airbus Defence and Space. Voilà.
Mais c'est totalement international. Mais il se trouve que Toulouse, moi j'aime bien montrer qu'on fait des choses importantes. Là, c'est pas du tout un laboratoire de recherche, c'est une entreprise spatiale. Là, je vous montre le télescope spatial Hubble, justement, qui a donné cette image du ciel, le ciel profond, comme on dit, où vous voyez toutes les galaxies. Le télescope spatial Hubble, il a bientôt terminé sa vie, ça fait, mon Dieu, ça fait je ne sais pas combien, 25 ans qu'il est là. Et il fonctionnait beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ. Et c'est un télescope qui a la particularité d'avoir de la maintenance, au sens une maintenance d'un instrument, d'un appareil électronique, la maintenance, la réparation sur place. Donc là, vous voyez une expérience de réparation. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une navette spatiale américaine, j'ai oublié c'est laquelle son nom. Le télescope, c'est ça. Donc ici, vous avez la navette spatiale qui a attrapé le télescope avec un bras pour le réparer. Donc ça, c'était la dernière mission de maintenance. Maintenant, c'est fini. Il n'y aura plus de mission de maintenance au télescope spatial Hubble. Il va y avoir un autre télescope qui va être envoyé à sa place. Mais là, petite question, est-ce que vous voyez l'astronaute? Et là, il est là, l'astronaute. Là, vous voyez l'astronaute, vous voyez ses pieds, c'est comme s'il était à plat ventre. Vous voyez l'astronaute qui est en train de se débrouiller, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais pour réparer, nettoyer le télescope Hubble. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'aspects humains dans tout ça. Alors là, le télescope Hubble, il est aussi, je ne saurais pas dire exactement 450, je crois, mais enfin, c'est aussi à peu près 400 km au-dessus du sol. Et donc vous voyez la Terre, là, vous voyez qu'il est près de la Terre, lui, et vous voyez ici le terminateur, comme on dit, c'est-à-dire la limite entre la nuit, ici il fait nuit sur Terre, ici il fait jour, et vous voyez un tout petit peu de petites bandes bleues, ici, qui est l'atmosphère terrestre. Alors je vous disais tout à l'heure, l'atmosphère terrestre, ça c'est aussi des résultats de l'observation, à quel point l'atmosphère terrestre est fine, et en même temps l'atmosphère terrestre, elle est absolument fondamentale pour nous. Vous savez que s'il n'y avait pas d'atmosphère, bon, d'abord on ne pourrait pas respirer, c'est évident, et puis l'atmosphère terrestre nous protège des mauvais rayonnements qui viennent de l'espace et qu'elle empêche de passer, en particulier avec la couche d'ozone. Et cette atmosphère terrestre, en disant que dans tout ce que je vous dis, quand on parle comme ça des connaissances d'astronomie, justement, face à l'univers, on arrive forcément à cette idée que la Terre est une planète, une planète dans l'espace, une planète comme les autres, mais pas comme les autres du tout, en réalité, puisqu'elle abrite la vie, et dans le système solaire, c'est assez fameux, dans le système solaire, on n'a pas découvert de vie du tout. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, on n'a pas découvert du tout. Et sur la Terre, vous allez par exemple dans le désert, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, et puis il tombe 3 gouttes d'eau, et tout d'un coup, vous avez plein de vie qui apparaît. Vous allez sur Mars, il n'y a pas de vie du tout. Vous allez ailleurs, il n'y a pas de vie du tout. Donc la protection de la planète, ça, c'est vraiment ce qui vient logiquement quand on étudie toutes ces observations de l'atmosphère et de la planète dans l'espace. Alors là, je vais vous montrer un graphique. Alors excusez-moi, c'est le seul graphique que je vais vous montrer ce soir, et je vais y passer, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je parle là. Je vais essayer d'abréger un peu. Mais ce graphique, il vaut la peine. Il vaut la peine de s'y attarder un tout petit peu. Donc voilà. Ce que vous voyez ici, c'est tous les rayonnements qui existent. Les rayonnements qui existent, vous avez les rayonnements visibles à l'œil, du rouge au violet, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, au-delà du violet, vous savez qu'il existe l'ultraviolet, les rayons X, qu'on utilise pour la radiographie médicale, les rayons gamma, qui sont encore plus durs que les rayons X. Vous savez que les rayons X, il faut faire attention, faut se protéger des rayons X. Les rayons gamma, c'est encore pire. Et de l'autre côté du rouge, vous avez l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Les micro-ondes, c'est celles que vous avez dans vos fours à micro-ondes. Et les ondes radio, c'est les ondes aussi qui transportent, enfin c'est pas tout à fait ça, mais qui transportent les informations
D'une antenne à l'autre, hein, voilà. Ça, c'est des ondes radio. Et le schéma que vous avez ici, eh bien voilà, ici, c'est la même chose qu'ici, c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde qui vont du mètre au picomètre. Donc on descend, quand on va du mètre, le millimètre c'est un millième, encore un millième, encore un millième, encore un millième. Peu importe, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ça. Ici, c'est la hauteur en kilomètres au-dessus du sol. Donc là, 120 km au-dessus du sol. Et ce que vous voyez là, qui est en noir, ça représente ce que l'atmosphère terrestre est capable d'absorber, des rayonnements qui viennent de l'espace. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez, par exemple, observer le ciel en ultraviolet, il faut aller au moins jusque-là, c'est-à-dire au-dessus de 130 km, il faut y aller en satellite. Pareil pour les autres ici, et puis pour l'infrarouge aussi. Bon. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est autre chose. Vous voyez, ici, c'est ce qui arrive jusqu'au sol de toutes les ondes qui viennent de l'espace. Vous avez ici ce qu'on appelle la radioastronomie, là où vous avez les télescopes, les antennes, mais je voudrais me focaliser là-dessus. Donc, je voudrais que vous vous rendiez compte que ce que ça veut dire, c'est que la plupart des ondes... D'abord, la première chose, c'est que ce que l'œil humain est capable de voir, c'est très peu. Très très peu de choses par rapport aux ondes qui existent. Très peu, du rouge au violet. Et là, vous voyez ce que l'atmosphère terrestre laisse passer. Hein? Eh bien, vous voyez, elle laisse passer les ondes visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ondes visibles, c'est nos yeux. Ça veut dire que si nous avions des yeux capables de voir dans l'ultraviolet ou dans l'infrarouge et pas dans ce rayonnement visible, on ne verrait jamais le ciel. On ne verrait jamais, je veux dire, les étoiles, on ne verrait jamais les galaxies. On serait comme dans un cocon. Mais voilà, on a des yeux qui ont la capacité, qui voient exactement dans le domaine que l'atmosphère terrestre laisse passer. C'est quand même pas mal, ça. Et il y a quelque chose de plus, c'est le soleil. Le soleil, il rayonne dans le rayonnement visible. Avec un maximum, on a l'impression qu'il est jaune, le maximum est à peu près entre jaune-vert en réalité. Mais il y a aussi beaucoup d'autres longueurs d'onde. Le maximum de l'énergie solaire, c'est en plein milieu du domaine visible. Donc ça veut dire que nous avons... D'abord, ça veut dire que l'atmosphère terrestre laisse passer le rayonnement solaire. Hein, si on pourrait aussi avoir le rayonnement solaire caché, le rayonnement des étoiles aussi caché. Non, l'atmosphère terrestre laisse passer le rayonnement solaire et nous avons des yeux qui sont justement ajustés pour voir précisément ces rayons-là. C'est pas étonnant ça? Donc d'où ça vient, tout ça, moi j'ai pas la réponse, hein, c'est l'évolution de tout ça, c'est-à-dire de la Terre, de l'atmosphère. C'est pas l'atmosphère d'origine ça. L'atmosphère d'origine, je sais pas, il y avait du méthane, du gaz carbonique, des choses comme ça. L'atmosphère qu'on a maintenant, elle était renouvelée avec du dégazage de la Terre, et puis la vie. La vie. Les premiers des êtres vivants, les algues bleues, les premiers, tous les végétaux, ont reconstitué cette atmosphère en apportant l'oxygène, tout ça, et l'ozone qui est très important par rapport à ça. Donc tout ça, dans toute l'évolution de la Terre, tout ce temps qu'il a fallu, tout ça s'est ajusté pour en arriver là. Hein, c'est quand même extraordinaire. Et c'est aussi l'effet de serre. On comprend l'effet de serre parce que le soleil, le rayonnement solaire arrive jusqu'au sol. La Terre, c'est un peu schématique ce que je dis, mais la Terre absorbe en partie ce rayonnement, chauffe un peu, renvoie du rayonnement, mais renvoie en grande partie du rayonnement infrarouge. Et le rayonnement infrarouge, il ne ressort pas, parce que ça marche dans les deux sens. L'infrarouge du ciel, il n'arrive pas jusqu'à nous, mais l'infrarouge qu'on fait nous, il ne manque pas non plus. Donc il reste là, ça chauffe. Hein, ça, c'est l'effet de serre. Et l'effet de serre est absolument nécessaire pour nous. On a un besoin. Simplement, tout ça est ajusté d'une manière extraordinaire. Et si on le perturbe, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà. Donc, vous voyez, il fallait un petit peu de temps. Maintenant, je vais aller vite pour terminer parce qu'il est tard. Donc, pour revenir c'est bon, je vous ai parlé de l'histoire de la Terre. Maintenant, comment tout ça arrive, comment tout ça s'est formé. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de la manière dont se forment les systèmes planétaires. Et puis, comment tout ça va se terminer. Donc, ça va aller assez vite parce que, avec c'est autre chose qui n'est pas scientifique.
enfin qui est lié à la science, que nous apportent aussi tous ces instruments, ce sont des beaux paysages. Alors là, on a des paysages célestes, colorés, qui sont un peu comme des tableaux abstraits. Les couleurs existent dans l'espace. Nous, on ne voit pas les couleurs, on les voit très peu, on voit une étoile est un peu rouge, une étoile est un peu bleue, mais en fait, c'est parce que nos yeux, alors nos yeux ils sont géniaux, on a vu, hein, mais ils ont aussi des défauts. Alors nos yeux, quand on a un rayonnement en dessous d'une certaine intensité, nos yeux ne voient plus les couleurs. Alors ça, ne me demandez pas, des histoires de côtes, de bâtonnets, de trucs comme ça, je ne sais pas. Mais donc, avec les yeux, on ne voit pas les couleurs, mais si on fait des pauses avec des instruments, les couleurs arrivent. Alors évidemment, les gens arrangent ça, hein, quand on fait du traitement d'image, donc les couleurs, on les fait un peu plus brillantes ou un peu plus, contrastées qu'elles ne sont en réalité. Donc il y a des transformations, hein. Mais les couleurs existent, hein, dans le ciel. Donc là, vous avez une région du ciel qu'on appelle à l'intérieur d'une nébuleuse, peu importe ce que c'est, sauf que c'est mouvementé. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que vous avez des étoiles, vous avez du gaz, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a des mouvements, il y a des ondes de choc, et il se passe énormément de choses, voilà d'autres, c'est pas la même couleur. Ici c'est la nébuleuse d'Orion, pour les gens qui connaissent, je vais revenir à la nébuleuse d'Orion, encore. Voilà encore la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, ça c'est le matin en ce moment qu'on voit la constellation d'Orion dans le ciel, et la nébuleuse d'Orion, elle est là. Si vous sortez vers, je sais pas, 2-3 heures du matin, vous allez voir Orion dans le ciel, et puis vous direz la nébuleuse d'Orion, elle est là. Eh bien, c'est dans des nébuleuses comme ça que se forment des nouvelles étoiles. Elles se fabriquent de nouvelles étoiles. Et alors, ça on le savait, mais maintenant, alors du coup, grâce aux instruments qui peuvent observer en infrarouge, au-delà de l'atmosphère terrestre, eh bien, on peut voir des choses comme ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est la nébuleuse. Ça, c'est des fausses couleurs, évidemment, parce que c'est de l'infrarouge, hein. Donc c'est pas des couleurs visibles à l'œil. La nébuleuse, et là, vous voyez, devant la nébuleuse, une étoile en train de se former. Ce que vous voyez, c'est que l'étoile en train de se former, ben, c'est pas une boule, c'est un disque avec un renflement au centre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a compris récemment. C'est parce que tout ça, ça tourne. Tout ça, ça tourne. Donc, quand vous avez quelque chose qui se forme, un nœud, enfin, comment dire, un nuage de gaz qui s'effondre sur lui-même, hein, qui fait un grain, si vous voulez, comme ça tourne, il y a une force centrifuge et ça fait un disque autour. Donc, ça, c'est une vraie image, hein, c'est pas des signes, c'est une vraie observation. Donc, ce que vous voyez là, c'est un bébé étoile en formation. Donc, vous avez un disque, et là vous avez un renflement. Ça va donner une étoile, et le disque, eh bien, ce sont des poussières, du gaz. Les poussières peuvent se coller les unes aux autres, et au bout d'un certain temps, donner des planètes. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est un système qu'on appelle ça protoplanétaire, avant la formation des planètes. Et alors, quelque chose, ça on le connaît depuis une dizaine d'années. Quelque chose d'étonnant, c'est que il y a maintenant, toujours au Chili, vous avez peut-être entendu parler, ALMA, Atacama Large-Terrestre. Ça, c'est des antennes de radioastronomie, hein, pour observer le ciel. Là, elles sont concentrées, ces antennes, mais elles peuvent être écartées, elles sont sur des rails, elles peuvent être écartées d'une quinzaine de kilomètres ou même plus. Et ça permet de faire des observations extrêmement précises. Avec ça, on peut voir, ça équivaut à voir distinguer une balle de golf à 15 km. C'est à peu près ça. Et voilà ce que nous a donné ALMA, et là, il y en a beaucoup. Et ce que vous voyez là, moi je trouve ça extraordinaire, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour le montrer, c'est la suite de ce que vous venez de voir. Ce que vous voyez là, c'est la réalité, c'est les fausses couleurs, mais c'est la réalité du phénomène. Vous voyez un système planétaire en train de se former, donc il y a l'étoile en train de se former au centre, il y a des planètes qui se forment autour, les planètes tournent autour, on ne les voit pas directement là, les planètes, mais quand une planète tourne autour, elle balaye le gaz, balaye les planètes sur son trajet, et ça fait des vides
des cercles vides comme ça. Et là, vous voyez la suite. C'est-à-dire, vous avez tout à l'heure, vous avez le début de la formation d'un système planétaire, et là, vous voyez les planètes en train de se former, et après, ça va faire un système planétaire. Ce que ça veut dire, c'est que la formation d'un système planétaire, c'est quelque chose de normal. Et ça, c'est quelque chose, on a découvert ça depuis 20 ans, hein. On n'avait pas cette idée-là. C'est-à-dire que c'est normal qu'une étoile se forme avec des planètes autour. Et c'est normal qu'on voit des planètes partout. Donc, vous voyez, encore une fois, nous, notre présence sur la Terre, elle a une autre dimension. Et ça, c'est la fin d'une étoile comme le Soleil. Donc, la fin d'une étoile comme le Soleil, vous avez toute l'étoile là, tout ça faisait partie de l'étoile, c'est pareil ici, là il y en a 4 exemples, qui est en expansion, et puis il reste au centre une petite étoile, toute petite, qu'on appelle une naine blanche. Donc c'est ce qui va arriver avec le Soleil. Alors la question qui se pose pour nous, c'est que devient le système planétaire à ce moment-là? Alors je pourrais vous en parler beaucoup, parce que c'est des recherches actuelles, mais je n'ai pas le temps de vous en parler beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on observe de ces petites étoiles-là, après, une fois que l'étoile s'est dispersée, il reste juste ces petites étoiles-là, et on a des évidences de disques, qu'on appelle disques de débris. C'est-à-dire qu'il y a autour de la matière qui est le reste du système planétaire. Alors, est-ce qu'il reste des planètes ou pas? Voilà, bah écoutez, ah oui, ça c'est ce qui se passe pour une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil qui explose. Ça fait de la matière qui s'en va comme ça. Donc je crois que je vais arrêter là, j'avais encore des petites choses à vous parler, mais quand je vois l'heure qu'il est, il faut peut-être mieux que je m'arrête maintenant. Hein. C'est comme vous voulez, je vais assez vite, c'était pour passer au bon, je vais le dire un petit peu, le passage au vivant. Parce que, en fait, vous avez, moi je vous parle d'astronomie, je vous parle de la formation des systèmes planétaires. J'ai une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais que je peux dire rapidement, c'est que les éléments dont nous sommes faits, le carbone en particulier, l'azote, l'oxygène, etc., tout ça, ça vient des étoiles. Tout ça a été fabriqué dans les étoiles pendant l'existence des étoiles. Et si je vous montre à nouveau ça c'est de la matière qui vient d'une étoile, hein, qui était dans une étoile, et l'étoile est morte, et la matière se retrouve là. Et vous avez après d'autres étoiles avec des systèmes planétaires qui se forment à partir de matière comme celle-ci. C'est-à-dire que dans ce filament, vous avez des éléments, comment dire, au début, à l'origine de l'univers, il n'y avait pas de carbone, il n'y avait pas d'azote, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas tout ça. Et ce sont les étoiles, pendant le temps, tous ces deux fois ça, avant la naissance de la Terre, des étoiles qui ont fabriqué ces éléments petit à petit, et ces éléments se retrouvent dans les éjections des étoiles. Il y a d'autres étoiles qui sont formées à partir de là, et le Soleil et la Terre se sont formés à partir de matière qui contenait des éléments qui venaient d'autres étoiles. C'est-à-dire que les éléments dont nous sommes faits n'ont pas été fabriqués depuis que le Soleil existe. Ils étaient là avant. Donc, nous sommes faits de matière d'étoiles. Comme Hubert Reeves disait, nous sommes des poussières d'étoiles. Et ce sur quoi je voulais terminer, je vais quand même aller assez vite, c'est que je réagis à ça. Nous sommes des poussières d'étoiles dans le sens que nous venons des étoiles, notre matière. Nous avons un destin cosmique, on peut dire, mais nous sommes beaucoup plus que ça. Et ça, je crois, bon, c'est important de le dire, nous sommes beaucoup plus que ça, et ça pose la question, qu'est-ce que la vie? Alors là, je m'amusais à écrire une citation de Claude Bernard qui disait « Lorsqu'on parle de la vie, on se comprend ce sujet sans difficulté, et c'est assez pour justifier l'emploi du terme d'une manière équivoque, c'est en 1870. » Jamais on dirait ça maintenant. Jamais on dirait ça maintenant. Tout le monde comprend ce dont on parle, donc c'est pas la peine d'assister, c'est pas la peine de définir. Ce qui est sûr, c'est que maintenant on se pose la question, qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la vie? C'est pas du tout évident. Et ça, c'est une portion d'ADN, la double hélice. Et si je vous montre ça, là encore, ne soyez pas trop effrayés, c'est simplement que, bon, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, moi, personnellement. C'est que vous avez là-dedans des gènes, c'est-à-dire des molécules, des assemblages de molécules qui donnent des caractères de la personne, etc.
Et quand on voit les molécules qui interviennent, vous avez toutes sortes c'est très compliqué, vous avez ce qu'on appelle les bases azotées. Et les bases azotées, la plupart des gens le savent, sont au nombre de 4, qui ont leur nom ici, et on les appelle par leurs initiales. Et quand on vous donne un génome, en fait, le génome, c'est l'ordre de ces lettres, qui sont en fait les initiales des bases azotées, et qui correspondent au génome, c'est-à-dire au caractère de base des individus. Alors quand vous voyez ce que c'est que ça, vous voyez, bon c'est en anglais mais c'est pas grave, vous voyez des boules bleues, et c'est très schématique ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais vous voyez des boules bleues, grises, blanches, alors ça c'est l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore, les éléments les plus abondants dans l'univers. Donc à partir de là, c'est là qu'on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles, parce que nous sommes faits de ces éléments. Mais vous prenez une base azotée dans un ADN, vous les changez avec une... Vous faites une manipulation génétique. Vous changez le caractère d'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas de réponse, hein. Moi je pose la question parce que ça m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les mêmes éléments, mais qu'est-ce qui change? Et même ça se ressemble pas mal. Mais qu'est-ce qui change? Peu de choses. Et ce peu de choses, c'est l'organisation. Les liens entre les éléments. Et moi, je crois que c'est là un truc extraordinaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une clé là-dedans que je ne comprends absolument pas. Mais c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus que des poussières d'étoiles, parce que même si nous sommes faits des éléments, ce qui fait nos caractères, c'est pas... Il y a les éléments, évidemment, mais la manière dont ils sont agencés, ces éléments. Ça, c'est assez fabuleux. Alors, vous avez des gens qui travaillent en astronomie. Vous avez des gens qui travaillent sur la génétique. Mais c'est pas, la connexion n'est pas évidente. Voilà. Alors je vais terminer là-dessus. Bon, c'est qu'il faut penser, si on cherche de la vie ailleurs dans l'univers, que c'est peu de chances de trouver statistiquement des gens comme vous et moi, parce qu'on est complètement dominé par les bactéries. Des bactéries de toutes sortes, des bactéries sympas, des bactéries méchantes et tout ça. Enfin, la Terre est dominée par les bactéries. Et puis vous avez des êtres très bizarres. Voilà, c'est le genre d'êtres qu'on trouve dans le fond des sous-marins. Hein, comment? Dans les abysses. Voilà, dans les abysses, là vous avez les sources thermales. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Est-ce qu'on va trouver... Bon, chercher de la vie... ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Et c'est vraiment ce qu'on ne connaît pas. C'est des grands points d'interrogation actuellement. Donc voilà, je suis allé jusqu'au bout finalement, avec un petit peu de retard. Excusez-moi pour la longueur. Voilà. Passionnant dans l'univers. Des questions? Voilà. Une question. Il s'assoit. Merci madame. Pourquoi notre système de 8 planètes n'a qu'une seule étoile et pas 2 ou 3 soleils? Ah ben ça c'est... Quand on regarde les systèmes planétaires ailleurs, vous avez des systèmes planétaires autour d'une étoile unique, et vous avez aussi des systèmes planétaires autour d'étoiles doubles. Donc c'est ça votre question? Ce serait possible d'avoir 2 soleils. Alors là, je ne peux pas vous répondre, c'est le hasard. Nous sommes autour d'un soleil, mais ce n'est pas exclu d'avoir des systèmes planétaires autour de 2 étoiles. Alors, il faut que ce soit 2 étoiles assez proches l'une de l'autre quand même, pour que le système planétaire, le disque de départ, ait entouré les 2 étoiles. Sinon, vous pouvez aussi avoir 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et un disque et des planètes autour de l'une et pas de l'autre. Donc il y a tout. Quand vous avez des étoiles doubles, bon, triples, j'en sais rien. Là, je ne crois pas qu'on soit allé jusque-là, mais quand vous avez des étoiles doubles, vous avez la possibilité, c'est observé, la possibilité d'avoir un système planétaire autour des 2 étoiles, ou bien d'avoir un système planétaire autour d'une seule étoile, ou bien même 2 systèmes planétaires différents autour des 2 étoiles. Ça dépend de la distance des étoiles. Mais vous avez des dessins d'artistes. Parce que les artistes aiment bien ça, essayer de s'imaginer sur des planètes un peu bizarres, des dessins d'artistes avec 2 soleils dans le ciel, c'est pas exclu. Mais c'est pas notre cas. Et j'ai pas de réponse. Merci pour la chaise.
Oui, bonsoir. Vous nous avez pas parlé de l'origine de tout ça. Il existait une théorie, enfin il existe toujours peut-être une théorie sur le Big Bang original, et j'ai lu récemment un article qui niait ce Big Bang. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez des éléments Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement, je vais essayer d'être bref. J'en ai pas parlé parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir une chose déjà, c'est que les médias, je n'accuse personne, hein, je veux dire, c'est normal, les médias en général aiment beaucoup ce qui sort de la norme. Donc dès qu'il y a un tout petit truc, oh là là, il y en a un qui se pose un problème à propos du Big Bang, tout de suite vous avez des gros titres, on ne croit plus au Big Bang. Donc il faut faire attention à ça. Alors en plus, le Big Bang, pour l'imaginaire en général, c'est pas, comment dire, ça ne correspond pas exactement au Big Bang des scientifiques, il faut savoir ça aussi. Le Big Bang des scientifiques, d'ailleurs les scientifiques en général n'appellent pas Big Bang. Big Bang, c'est un terme de dérision qui a été donné par un de nos collègues qui est décédé, qui s'appelait Fred Hoyle, et qui n'y croyait pas, et qui, a une fois à une émission à la BBC, a dit « Oh là là, les collègues avec leur Big Bang ». Et c'est resté. Mais nous, on parle d'univers primordial, pour aussi un peu faire la différence. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on observe les galaxies, elles s'éloignent. Globalement, elles s'éloignent les unes des autres, et quand on fait des calculs, eh bien, on est conduit à une époque originelle, où on peut dire que tout a commencé. Maintenant, la question, quand on parle. Et en fait, écoutez, je ne veux pas non plus faire publicité, mais ça, c'est j'avais mis là un titre de livre qui parle de ça justement. Donc, d'abord, la question de l'origine. Qu'est-ce que veut dire origine? C'est pas un bon mot, origine. Quand on parle d'origine, en général, ça veut dire qu'il y a un temps qui s'écoule, et il y a un point zéro, et il y a un avant et un après. Eh bien, c'est pas ça, le Big Bang, c'est pas ça. Le Big Bang, c'est l'origine de tout, y compris du temps. Alors là, vous allez me dire, je comprends pas, et c'est normal. Hein, c'est normal. C'est quelque chose que nous avons du mal à appréhender, même nous. Hein, mais c'est pas une origine au sens de... par exemple, j'ai commencé à faire la conférence tout à l'heure, et avant, je l'avais pas faite, et puis après, ce sera fini. C'est pas dans ce sens-là. Vous voyez, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, comme c'est compliqué, les gens essayent de simplifier. Et ils ont raison. Mais quelquefois, quand on simplifie, après, ça donne des idées fausses. Donc, c'est pas évident. Alors, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu dans un article, c'est peut-être l'idée du grand rebond. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent quand même à cette origine de l'univers. Est-ce que l'univers est parti de rien ? Ou bien est-ce qu'il y avait autre chose avant qui s'est écrasé un peu et qui a rebondi? Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il y a eu une époque, il y a 13,8 milliards d'années, où l'univers était très chaud, très dense, très concentré. Autant que je sache, ça c'est quand même quelque chose... Bon, il y a des gens qui essaient d'imaginer autre chose, mais c'est quand même quelque chose qui est bien ancré, ça. Et c'est bien ancré parce qu'il y a des observations très différentes et indépendantes les unes des autres qui conduisent au même résultat. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Quand on a une observation, on se dit, bon, on peut se tromper. Mais quand on a des calculs différents, des observations différentes qui conduisent à la même chose, là, si on veut changer ça, c'est difficile parce qu'on perturbe le reste, c'est difficile. Voilà. Alors là, simplement, ce qu'on appelle le Big Bang, il y a toute une succession d'événements qui se sont produits depuis les premiers instants de l'univers. Et cette succession d'événements n'est pas très claire. Donc là, il y a des remises en cause, qui n'est pas une remise en cause globale de l'univers primordial, si ça existait ou pas, si l'univers a toujours existé ou bien s'il y avait un début. C'est une remise en cause de la physique qui se passait à l'époque qu'on ne connaît pas bien et d'essayer de comprendre tout ça. Et il y a des paradoxes, il y a des problèmes, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout. Donc voilà, c'est... Il y a une question là-haut. Qu'est-ce qui provoque la mort d'une étoile? C'est naturel. C'est naturel. C'est que une étoile, bon d'abord, c'est une masse de gaz qui se condense.
On a vu comment ça se passait, maintenant on sait qu'il y a un disque autour. Quand la masse de gaz se condense, ça chauffe. C'est comme ça, c'est naturel. Du gaz qui se condense, ça chauffe. Alors pourquoi ça se condense au départ? Il faut qu'il y ait, c'est pour ça que je vous ai montré qu'il y avait des ondes et tout ça, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui comprime. Mais il y a des choses qui compriment, ça existe dans l'espace. Donc une fois que c'est comprimé, ça chauffe. Il y a un moment où c'est assez chaud, enfin si ça devient une étoile, ça peut ne pas devenir une étoile, mais si ça devient une étoile, c'est qu'il y a un moment où c'est assez chaud pour qu'il y ait des réactions de fusion nucléaire. Donc fusion nucléaire, ça veut dire transformation de l'hydrogène en hélium, ça fournit de l'énergie. C'est ce qui se passe dans le Soleil actuellement. Ça fournit de l'énergie, à partir de ce moment-là, l'étoile se stabilise. Elle ne se condense plus, elle ne s'étale plus, elle se stabilise. Le Soleil, en ce moment, est à la moitié de sa vie. De cette manière-là, la moitié de son existence. Alors comment on le sait? C'est parce que on connaît la masse, on connaît la quantité de matière qu'il y a à l'intérieur de l'étoile, et on sait l'énergie qu'elle dépense, l'étoile. C'est comme quand vous avez un compte en banque et que vous avez une certaine quantité d'argent et que vous avez des dépenses, et toujours la même dépense en permanence, vous savez pour combien de temps vous en avez. Ben là c'est pareil. Donc on sait pour combien de temps l'étoile en a, on sait que le Soleil est au milieu de son existence. C'est-à-dire qu'actuellement au centre du Soleil, il y a à peu près autant d'hélium que d'hydrogène. Et l'hydrogène, petit à petit, brûle et devient de l'hélium. Après, il n'y aura plus que de l'hélium. Et quand il n'y aura plus que de l'hélium, ben, il n'y aura plus de réaction de fusion nucléaire. Donc il va se passer des choses. Et ce qui va se passer, c'est un peu compliqué, donc ça se condense, enfin, tout un ensemble de choses qu'on peut suivre. Je vais dire par le calcul, parce que on a les moyens. On a les moyens de calcul actuellement pour faire ça, pour savoir comment ça va se passer. Et donc voilà, et après, il reste le centre qui se refroidit, et puis le reste qui s'échappe. Voilà, c'est juste une question de quantité de combustible et de l'énergie dépensée par ces ondes. Ça suffit pour savoir combien de temps ce qui va se passer. Ça dépend de ce que tu fais. Bonsoir. J'ai une question qui est super rapide. Alors d'abord, je vais juste faire une petite pub. Neil deGrasse Tyson, il a fait une série qui s'appelle Cosmos, et elle est magnifique. Qui? Neil deGrasse Tyson. Ah. Et tiré de la série de Carl Sagan, du documentaire de Carl Sagan, Cosmos. Et ma question, elle est très simple, c'est pour faire un selfie de la Terre en entier, il faut être à quelle distance? Alors, quand on est à 400 km, comme le télescope spatial Hubble, par exemple, vous avez vu qu'on ne voit pas toute la Terre. Donc, en fait, je n'ai pas la réponse directe à votre question, hein, mais je peux réfléchir. À mon avis, quelques milliers de kilomètres, on a déjà une vue globale de la Terre, mais grosse. Hein. Et si on veut la Terre, évidemment, plus on est loin, plus on voit la Terre petite. Donc là, vous allez me demander à quelle distance était Saturne quand on a pris. Alors là, je ne serais pas capable de répondre parce qu'en plus, les distances entre planètes, ça varie au cours du temps puisqu'elles tournent toutes autour du Soleil. Mais je pense que pour voir la Terre dans un hublot ou dans une. Et ça dépend aussi de la dimension de. Mais je dirais, j'imagine quelques milliers de kilomètres, peut-être 10 000 kilomètres. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vous réponds, mais c'est à peu près ça. Comment peut-on expliquer l'expansion permanente de l'univers? Il y a une accélération de l'expansion de l'univers. Ah, c'est deux choses différentes. Il y a l'expansion et puis il y a l'accélération. L'accélération. Alors, l'accélération, ça c'était une énorme surprise. Une énorme surprise pour les astronomes, les cosmologistes hein, qui observent les galaxies pour l'univers. Énorme surprise et gros problème. Donc, pour expliquer le. Bon, il faut que je dise un petit peu l'univers est en expansion, ça c'est quelque chose. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on explique l'univers est en expansion, parce qu'il y a l'hypothèse de départ, justement, de l'univers primordial, du Big Bang, c'est-à-dire d'énergie primordiale. À partir de ce moment-là, l'univers est en expansion, mais on pensait qu'il se décélérait, parce qu'il y a la matière qui le retient, et en fait c'est le contraire, il s'accélère. Et donc, pour l'instant. Alors, c'est une recherche en cours, hein, on peut dire. Hein, je n'ai pas une réponse. Mais la réponse globale que donnent les gens actuellement,
c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. Donc ça reporte à une question qui n'a pas été posée, C'était que lui la les gens, sont toujours intéressés par ça, la matière noire, l'énergie sombre. Si je commence à essayer d'expliquer tout ça, là je crois que je vais dépasser vraiment l'heure. Donc simplement, donc la matière noire c'est quelque chose qui existe, on en est sûr qu'il y a de la matière autre que celle qu'on voit dans l'univers, donc je ne vais pas expliquer pourquoi, mais ça on en est sûr. Et ce qu'on appelle l'énergie sombre, c'est quelque chose, une énergie, qui a un fonctionnement différent, avec ce qu'on appelle une pression négative, c'est-à-dire qui a comme effet de faire éloigner les choses. Voilà. Donc ça se rapporte à quelque chose de physique quand même, c'est pas l'antimatière par exemple. Mais c'est quand même quelque chose. En fait, il y a plusieurs observations aussi là qui convergent pour ça, mais c'est quand même gênant. Donc il y a des gens qui réfléchissent à autre chose. Et les autres choses, c'est les modifications des lois de la physique. Modification de la loi de la gravité, par exemple. Ou bien alors modification et évolution de la vitesse de la lumière qui ne serait pas constante, des choses comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui donne un résultat convaincant, alors que l'énergie sombre, ça marche. Simplement, on ne sait pas ce que c'est, et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Et de même qu'en périphérie des galaxies, les étoiles vont plus vite que le grand calcul. Ça, c'est une preuve de la matière noire. Oui, ça c'est pas de problème, ça. C'est pas de problème. C'est-à-dire que si la matière dans la galaxie était uniquement ce qu'on voit, uniquement ce qui rayonne, eh bien, ça voudrait dire que les étoiles, quand on s'éloigne, les étoiles de plus en plus loin du centre de la galaxie, devraient tourner de moins en moins vite. En réalité, elles tournent pareil. À peu près à une certaine distance, elles tournent pareil. Mais ça, c'est pas compliqué. Ça donne c'est un peu un résultat de la quantité de matière qu'il doit y avoir et qu'on ne voit pas. Et cette quantité de matière qu'il doit y avoir et qu'on ne voit pas, on a d'autres preuves de ça, qui convergent. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien admis et je dirais même compris. Sauf qu'il y a là-dedans de la matière, on ne sait pas ce que c'est que la matière. On sait qu'elle est là, on sait combien il peut y en avoir, on peut même dresser des cartes de cette matière, savoir où elle est concentrée et tout ça. On a plusieurs moyens pour ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est quelque chose d'énervant, quoi. Mais il y a des recherches, évidemment, pour essayer de la découvrir, cette matière, mais les gens n'ont pas encore trouvé. Moi, oui, une petite question. Mis à part pour des raisons politiques ou personnelles, quel est selon vous l'intérêt d'envoyer l'homme sur Mars ? Je ne vais pas répondre comme ça. Je vais dire qu'à mon avis, l'humanité, sans que je sache pourquoi ni comment, l'homme, avec un grand H, a un besoin, est porté par quelque chose. Bon, la recherche en fait partie. On me demande souvent, mais à quoi ça sert de faire la recherche? On pourrait très bien ne pas faire la recherche. Moi, je réponds, vous réfléchissez au bébé dans son berceau. Le petit bébé dans son berceau, vous lui donnez à manger, vous lui donnez des médicaments quand il en a besoin, vous lui donnez l'amour des parents, etc. Ça ne lui suffit pas. Le petit bébé, il a besoin de comprendre le monde dans lequel il se trouve. Il a besoin, il utilise ses sens, il sent, il touche, il suce. Et puis quand il peut sortir de son berceau, il va chercher les choses, souvent les casse, mais il essaye de comprendre. Et je crois que c'est intrinsèque à l'être humain d'essayer de comprendre. Et je pense qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, c'est simplement une constatation, je pense qu'il y a un mouvement. Voilà. Il y a un mouvement qui a conduit les gens à commencer à monter de quelques mètres au-dessus du sol dans les années 1900. Il y a le même mouvement qui a conduit les hommes préhistoriques à fabriquer les premiers outils. Et le mouvement qui a conduit à aller dans l'espace, le mouvement qui a conduit à aller sur la Lune, il y a des véhicules sur Mars. À mon avis, l'homme ira sur Mars. On ne va pas empêcher l'homme d'aller sur Mars. L'homme ira sur Mars. Maintenant, ce n'est pas une question d'intérêt. Personnellement, je n'ai pas un intérêt particulier à envoyer quelqu'un sur Mars. Je pense que ça se fera. Voilà. C'est simplement une sorte de constatation, d'extrapolation de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. On ne peut pas, à mon avis, arrêter ça. On ne peut pas mentir. Vous parliez de politique. Les hommes politiques, les personnages politiques peuvent accélérer ou ralentir l'évolution. Il y a eu des périodes où on a voulu l'arrêter complètement.
Hein, il y a eu des périodes, par exemple, avec l'église Galilée, des choses comme ça, et puis aussi au début de la période communiste, par exemple, Sakharov, qui a été exilé en Sibérie, des choses comme ça. On veut arrêter quelquefois, mais je crois que ça continue. Je ne vous dirai pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, une dernière question alors peut-être? Merci. Oui, bonjour. C'était pour savoir par rapport à l'origine de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang, où se situait ce qu'on appelle le mur de Planck. Ah, il n'y a pas de où. C'est une question. Ne vous choquez pas de ce que je vais dire. Je vais répondre un peu brutalement, mais c'est pas du tout. Comment dire. C'est une question qui n'a pas de sens. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est pas vous qui n'avez pas de sens. C'est la question, c'est le sujet. Le Big Bang, c'est tout. C'est l'origine de tout. Donc, par exemple, on ne va pas dire à quel endroit il y a eu le Big Bang. Non, c'est tout. Nous étions tous, tout était dans le Big Bang. Et le mur, ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est une limite à la connaissance. C'est-à-dire que, disons qu'avec ce qu'on sait actuellement de la physique, de la mécanique, de tout ce que vous voulez, on peut reconstruire le passé. On peut dérouler le film à l'envers, essayer de comprendre comment c'était dans le passé. Et on est assez confiant. On est assez confiant parce qu'on a des moyens. Par exemple, on a des moyens de savoir que la physique des atomes, c'est la même dans les étoiles lointaines, qu'ici, ça, on a des moyens à partir de la lumière. Voilà. Donc on est assez confiant. Mais on est aussi capable, et ça c'est intéressant, on est aussi capable de connaître les limites. Donc on sait que si on remonte, on arrive à des conditions de la matière qui ne sont pas les mêmes. Hein, quand on arrive dans le premier instant de l'univers, très concentré comme ça, la matière n'était pas la même que maintenant, l'énergie non plus, tout ça. Et on est capable de savoir à quel moment ce qu'on fait n'a plus de sens. Voilà. Et donc ce qu'on fait n'a plus de sens, c'est quelque chose qu'on appelle la limite de Planck. On va appeler le mur de Planck, mais c'est la limite à nos possibilités d'utiliser la physique qu'on connaît actuellement pour comprendre les premiers instants de l'univers. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comprendre ce que c'est que cette limite de Planck, ça, il y a beaucoup de gens qui s'y attachent actuellement. Si vous avez entendu parler de théorie des supercordes et tout ça c'est lié à ça. Mais c'est pas un mur, un endroit. C'est dans le temps. Voilà. C'est dans le temps, c'est une époque au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Je veux dire, on ne peut pas avoir confiance dans... Voilà. Dieu est mort? Non, pas du tout. Non, ça c'est... c'est-à-dire que une certaine image d'un certain Dieu, oui, hein, avec tout ce qui est associé comme je ne sais pas comment appeler, mais il y a des croyances qui ne tiennent plus. Je pense qu'on ne peut pas, enfin il faut tenir compte de tout ce qu'on sait maintenant, hein, par rapport à ça. Mais ça ne tue pas le fait d'avoir éventuellement, ça dépend des gens, besoin de spiritualité, besoin d'autres choses. Et je pense qu'on ne comprend pas tout. Moi, je vous explique des choses, mais tout ce que je vous explique, ça pose autant de questions, hein, dont on n'a pas de réponse. Donc à partir de ce moment-là, chacun d'entre nous doit faire avec et doit voir comment il digère tout ça. Donc vous avez plusieurs choses. Parmi les astrophysiciens, vous avez des gens de toutes les confessions religieuses, des athées, des agnostiques. Et c'est pas, la science ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Un certain Dieu, encore une fois. La science ne prouve pas qu'il n'y a pas... Et c'est pas un Dieu, ça dépend ce qu'on appelle, c'est pas un... Bon, je ne vais pas se faire plus tard avec ça. C'est pas la création, mais autre chose. Voilà. Moi, personnellement, je suis agnostique. Non, mais je sais que j'ai des collègues qui sont tout
Religieux, c'est ça. Météorite et disparition des dinosaures, réalité objective ou légende? Attendez, vous parlez de principe anthropique et des dinosaures, j'ai pas bien suivi là. Non, météorite. C'est la question, reformuler la question. Attendez, j'ai pas entendu. Impact météorite et disparition brutale des dinosaures, réalité objective ou légende? J'ai toujours pas compris. La disparition des dinosaures, ça n'a pas d'impact. Est-ce que la disparition des dinosaures est due à un impact météorique? Donc moi je ne travaille pas sur le sujet, mais je peux vous dire ce que j'ai entendu parce qu'il y en a des discussions à ce sujet. Alors d'abord, il faut bien penser que la disparition des dinosaures, ça a été très lent. Ça n'a pas du tout été un truc très rapide. Ça s'est étalé sur des millions d'années, la disparition des dinosaures. C'est pas du tout un truc... Et puis ils n'ont pas tous disparu puisqu'il y en a qui sont devenus nos oiseaux. Mais le météorite, ou la météorite, ou le gros météore, je ne sais pas comment dire, qui est tombé dans le Yucatan au Mexique, c'est la réalité. C'est la réalité. Le fait qu'il y a eu une sorte de la poussière partout, qui a modifié l'atmosphère, et puis des traces d'iridium, c'est un truc qui vient de là. Ça, c'est la réalité. Donc, cet impact météoritique a existé, cet impact météoritique a eu beaucoup de répercussions sur la Terre. Maintenant, il s'est peut-être passé d'autres choses. Et c'est ça les discussions qu'il y a chez les collègues. Moi, je ne parle que ça, parce que je ne travaille pas là-dessus. Ça a peut-être provoqué un certain volcanisme, ou alors c'est un hasard s'il y a eu le volcanisme en même temps, enfin, en tout cas, il y a eu un certain volcanisme. Donc, j'ai des collègues qui pensent qu'il y a les deux à la fois qui ont fonctionné, qui étaient peut-être reliés. Il y en a d'autres qui disent qu'il y était le volcanisme. Mais je pense que l'idée générale, c'est qu'il y a eu les deux à la fois. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est que ce n'était pas brutal. Enfin, l'impact météoritique était brutal. Mais je veux dire, la disparition des dinosaures, c'était quand même assez long. Je crois qu'on va attendre.